Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, bonjour Benoît, soyez bénis en ce jour radieux. Oui, oui, on est chanceux d'avoir du soleil à l'occasion, bien que généralement ça s'accompagne de températures plus froides. Mais ceci dit, bienvenue à tous les auditeurs, auditrices et un merci tout spécial à l'équipe du groupe Focus qui contribue à chaque émission. Oui, parce que de la manière qu'on fonctionne dans l'équipe, c'est que les animateurs communiquent avec les recherchistes et se transfèrent de l'information dite matière suite à des recherches qu'elles ont effectuées. Moi, je veux pas savoir. J'aime mieux avoir l'ensemble énergétique. Puis là, on est capable de comparer des choses, d'essayer de comprendre des choses, mais ça reste purement comme une émission qui combine la spiritualité et la célébrité. Et dans le but d'évoluer, évidemment. Alors, voilà un petit peu pour résumer le créneau de l'émission. Merci d'être là, effectivement. Oui, tout à fait. Est-ce que de ton côté, tu avais des retours à faire? Oui, oui, j'ai eu un soin particulier avec Nostradamus après l'émission de Tony Robbins. Donc, c'est pas quelque chose qui a été activé très pendant ou après l'émission, c'est quelque chose qui a pris 2 semaines à s'activer. C'était assez particulier parce qu'il était accompagné de Merlin. Merlin, les gens le connaissent sur Merlin l'Enchanteur, mais c'est un maître ascensionné qui a beaucoup de vertus celtiques et de pouvoirs druidiques et etc. Donc, c'est un grand magicien. Donc, ils se sont apparus, eux deux. Ils ont apparu. Et puis, ils nous ont tout simplement reliés à des égrégores particuliers dans la Terre. Et là, un coup que ça s'est comme ouvert, parce que c'était de la lumière protégée, un coup que ces égrégores de lumière-là ont sorti ou se sont dégagés de la masse des autres égrégores, on a pu vider certaines peurs que j'avais au niveau de mes racines. Donc, c'était au niveau inconscient. Ça datait du Moyen Âge, évidemment. Il y avait des mémoires d'exécution là-dedans. Alors, c'était quelque chose qui, sans le savoir, j'ignorais que c'était là, mais envahissait quelque peu ma structure énergétique par des peurs qui étaient alimentées. Et les peurs qu'ils ont dégagées étaient en lien avec des prophéties. Alors, j'ai pu faire un ménage sur les prophéties qui avaient été transmises par d'autres et qui ont pu créer des peurs et des blocages et des problèmes. Il y en a qui se sont manifestés, il y en a qui ne sont pas arrivés. Alors, c'est comme les prédictions à laquelle j'avais été exposée au fil de mon livre de vie et on a pu libérer l'impact que ça a pu avoir dans mes mémoires. Ensuite, on a été un petit peu plus loin dans cet égrégore-là et là, on a évité beaucoup de peur. Là, il y avait beaucoup plus de peur que dans l'autre. Et dans ces peurs-là, c'était les prédictions ou les prophéties à laquelle moi, j'avais été exposée. Et aussi, pas tout le temps, pas à n'importe qui non plus, mais elles ont été partagées, elles ont été, bon, j'en ai déjà parlé, puis j'ai eu des répercussions et des conséquences de ce que j'avais pu amener comme prophétie ou bon. Alors ça, c'était beaucoup plus lourd. Ça a pris plus de temps à vider, à charger, mais j'ai des belles guérisons à mon troisième œil, une belle étoile qui avait été installée là par Nostradamus et ça l'a ajusté des chiffres par le biais de géométrie sacrée et des formes de géométrique aussi qui étaient peut-être moins sacrées, mais en tout cas, j'ai eu des beaux triangles. Et ils ont comme renippé ou retapissé, si on peut dire, une carte universelle, une carte de l'univers, mais des univers avec plein d'étoiles. En tout cas, j'avais un ciel indigo d'univers et là, il y avait des triangles, les géométries, les angles, etc. J'ai trouvé ça intéressant, le bonhomme que j'ai choisi aujourd'hui, parce que je trouve que ça correspond très bien à nos invités, mais en même temps, c'est un petit peu de la préparation que j'ai eue pour l'émission d'aujourd'hui. J'ai l'impression, c'est ce que je viens de voir. Et puis, en tout cas, ça m'a aidé à raffiner mon troisième œil pour développer mon don de la prophétie angélique, je le précise,
Alors, ça, c'est pas n'importe quelle prophétie qui est prise n'importe où. Là, elle est reliée et attachée à des énergies angéliques et ça va être plus ce type de prophéties et de prédictions qui vont m'être transmis ou montrés par les énergies angéliques. Donc, moi, ça m'a sécurisé, ça m'a permis de guérir des vieilles plaintes, des vieilles peurs, des grosses abandons. Puis ça m'a sécurisé aussi en même temps. Fait que là, c'est comme s'il y a un processus automatique qui va être enclenché par mes nouveaux codages dans ma nouvelle grille d'univers. Puis en même temps, tout ça est ressourcé et béni par cette énergie-là angélique. Donc, il y a quelque chose qui va plus se transfuser naturellement. Donc, ça ne me forcera pas de voir plus loin, parce que je voyais déjà plus loin. J'étais capable d'aller voir les possibilités de qu'est-ce qui allait se passer par rapport à une situation de vie. Mais là, c'est comme un bonbon de lumière de plus qui va me permettre d'aller plus loin, d'ouvrir plus, d'être plus en sécurité, d'être plus calme, d'être plus dans la lumière, puis d'arriver à aller chercher une autre précision plus juste, parce que au niveau du temps, probablement, au niveau du futur aussi, surtout. Puis en même temps, ça a un effet, un impact pour travailler le temps présent. Alors, bref, j'ai eu une transformation de façon osmose. Donc, c'est vraiment une osmose de lumière qui a pu bouger les peurs, qui a pu libérer des pleurs, qui a pu justement enlever des obstructions que j'avais mis, entre autres, au niveau de mes chakras, au niveau, en tout cas, surtout du troisième œil. Fait que déjà, mon troisième œil, ça fait des années, des décennies que je suis dessus. Et je veux juste vous dire que la vision, c'est exponentiel. Même si c'est très fonctionnel, il y a toujours moyen de corriger, d'ajuster, de préciser, d'ouvrir, d'élargir la conscience, d'aller plus loin, de dégager des peurs. Parce qu'à tout fois qu'on ouvre un plan de conscience, il y a toujours quand même des peurs à dégager. Puis des mémoires et tout. En tout cas, ce qui brime la vision d'être pleinement. Et je ne sais pas si je vais arriver à la développer à 100% dans cette énergie-ci, dans cette vie-ci surtout, mais c'est pas grave. Moi, voir mieux, ça stimule plus, puis ça permet d'ouvrir un champ d'informations supplémentaires qui va apporter des précisions lors de mes consultations, de mes lectures. Alors, ça a été très prolifique. Ça a travaillé beaucoup dans mon aura. J'ai un nouveau cornet énergétique de Sunday de Merlin, justement, dans des couleurs de vert, de mauve, de transparent aussi. On peut voir des petites étoiles dorées dedans. En tout cas, c'est particulier. Mais je me sens gonflée comme si j'étais un monsieur Michelin, là. Et tout ça, ce qu'on me dit, c'est que ça allait comme s'absorber quand il n'y aura plus de traces de peur. En d'autres mots, c'est comme c'est de me réorganiser, à être aligné, puis à ne pas avoir peur de l'information que je pourrais recevoir, même si elle peut être, peu importe là, que ce soit une catastrophe, que ce soit ci, que ce soit mi. Parce que je vais vous dire, en tant que voyeur, voyante, c'est pas le fun d'avoir une personne en face de soi et de voir, écoute, j'ai eu des clients, là, j'étais même pas capable d'aller voir. Oups, après 57 ans, je voyais plus rien. Ben, je comprends pas pendant la lecture, mais après, je sais qu'à 57 ans, elle était morte, cette personne-là. Fait qu'à un moment donné, c'est comment, puis ça, il y a plusieurs personnes qui ont le don de la voyance qui vont le dire, là. C'est très difficile d'avoir une stabilité émotionnelle parce que les visions, ils peuvent être très neutres, mais c'est selon comment tu les interprètes ou tu les reçois ou tu comprends ou ça prend un niveau de maîtrise. Faut être capable d'être toujours être calme, toujours être neutre, toujours être santé, puis là, d'utiliser un discernement, de dire, OK, ben ça, je le dirai pas, puis ça, ben je vais le dire. Et ça, ça prend de l'expérience pour arriver à avoir un niveau d'aisance. En tout cas, tout ça pour dire que bien que je me sente très solide dans mes capacités de médium multidisciplinaire, ben, j'ai pas fini d'apprendre, j'ai pas fini d'évoluer. Je suis encore sur les bancs de l'école des Lévis et encore en très grande transformation pour des ajustements. Puis ça tombe bien parce que les vedettes qu'on fait sont quand même à un très haut niveau de maîtrise. Alors, c'est toujours intéressant d'aller plus haut puis plus fort et mieux. Fait que, en tout cas, j'ai eu un très beau cadeau de Nostradamus. Et puis, ben, je l'ai pas utilisé encore, dans le sens que je sais pas comment ça marche. Je sais pas, probablement, à un moment donné, je vais avoir un client qui va arriver, puis paf, 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 là, ça va tout se préciser de comment ça fonctionne.
Je pourrais en refaire un retour ou un suivi. Mais là, j'ai comme l'impression que si c'est pas placé présentement, c'est parce que je suis encore en intégration. Alors, intégrons. Mais j'ai comme l'impression qu'on va être testé avec nos invités aujourd'hui. Benoît, ça, c'est encore une fleur et une faveur. C'est tes suggestions d'invités. Oui, certainement. Ben, en fait, ben, merci d'abord du partage sur Nostradamus puis Merlin. Puis d'ailleurs, ça me fait penser à l'émission sur Nostradamus. Tu avais mentionné qu'il pouvait être des guides pour aider à, je crois, à alchimiser ou guérir avec des produits naturels notamment. Donc, je trouve ça intéressant qu'ils peuvent aider sur plusieurs plans. Avec Merlin, oui, oui, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait une excellente complicité entre les deux. Parfait. Puis sinon, ben, l'émission d'aujourd'hui va porter sur Albert Einstein et Léonard de Vinci. Là, tu es en train de nous dire que tu n'as pas de retour à faire sur les émissions antérieures. Ben, en fait, oui, mais je voulais quand même le plugger vu que tu as mentionné que c'était des choix qui me revenaient. Oui, parce que tu Avant, aimes ça, les personnes inspirantes. ouais, oui, donc avant d'aborder ces deux invités-là, je vais faire un retour sur l'émission précédente, notamment sur Steve Harvey. Puis moi, j'ai écouté plusieurs fois des clips de Family Feud, puis donc dont il est animateur, puis j'ai trouvé généralement c'était des clips sur soit des excellentes réponses et performances de candidats, parfois c'était des réponses très comiques, mais ce qui m'a frappé en regardant ces émissions-là, c'est que Steve Harvey lui-même, il est il ressemble à une carte de mode. À chaque émission, là, il est habillé sur son 36. Il est impeccable. Puis, en tout cas, je sais pas si c'est une blague, mais à un moment donné, dans des réponses de candidats, ils donnaient des raisons pour lesquelles leur mariage avait échoué. Puis une des réponses c'était que la personne était chauve, puis lui-même il a dit que ces deux divorces étaient en partie en raison du fait qu'il était chauve. Euh, Sinon, il a joué avec Beyoncé dans le film Fighting Temptation, puis avec Whoopi dans Racing Stripes. Il a aussi été, ben, en fait, il est très impliqué avec les jeunes à travers notamment le biais de l'Empire Walt Disney. Puis il a aussi reçu un prix Man in the Mirror qui lui a été présenté par le fils de Michael Jackson. wow, c'est super. Donc voilà mon retour. Ouais, la carte de mode, ça, c'est important. Ça l'a élevé beaucoup. Quelqu'un qui comprend que en passant par là, il y a quelque chose qui peut se déclencher au niveau de l'âme. Et souvent, l'âme porte le don de la mode. Alors, c'est le fun qu'il puisse assumer autant de talent et puis de garder l'humour par rapport aux femmes. On en a parlé un peu la semaine passée sur les défis qu'il a eus par rapport à cet aspect-là de son incarnation. Mais en tout cas, oui, c'est une belle beauté, puis j'étais très contente qu'on puisse le faire. Et puis, c'est pour ça qu'on l'a mis avec Tony Robbins. C'est pas quelqu'un qu'on pouvait mettre avec n'importe qui. Alors, je trouvais que les deux ensemble, ça pouvait rendre une personne meilleure. Alors, c'était une très belle émission qu'on a eue la semaine passée. Cela dit, moi, j'ai pas eu de retour comme tel avec eux deux. Bon, j'ai été occupée avec Nostradamus, puis ça m'a comblé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais si on parle d'un retour 3D, là, j'aimerais vous référer au film à Hal, le superficiel, avec Jack Black. Tony Robbins fait une scène au début du film. Jack Black, pour résumer rapidement, là, c'est un superficiel macho qui utilise le One Night comme mode de vie. Et puis, superficiel au bout, là, voire un peu con avancé. Et il est coincé à un moment donné dans l'ascenseur avec Tony Robbins, tu sais, un coup de chance exceptionnel. Et là, ben, Tony Robbins se rend compte que c'est un con profond. Fait qu'il l'a comme un peu hypnotisé avec une technique, je sais pas trop quoi. Et quand que sont sortis finalement, quand ils sont sortis, là, Al, il était comme sous le filtre un petit peu de l'hypnose, puis il voyait la beauté intérieure. Fait que là, il voyait des femmes très très laides,
mais qui étaient des super pitounes dans la vraie vie. Puis là, il voyait, exemple, des grosses personnes qui n'auraient jamais porté l'attention là-dessus, mais il les voyait comme des pétards parce qu'il y avait une beauté intérieure. Fait qu'il passe tout le film, justement, à changer un peu tranquillement parce que, bon, le monde, il comprend pas comment il peut être pâmé sur cette grosse madame-là, mettons. Fait que là, il y a un champ de travail, puis tu vois tous les clichés, les superficialités, etc., des concepts, des standards, des célibataires de la génération. Bon. Fait que, en tout cas, il a pas fait un gros rôle là-dedans, mais son influence a été quand même de l'avant. Alors, je voulais juste vous dire, on n'a pas parlé, mais c'est un bon film. Al, le superficiel. OK, parfait. Ben, merci. Donc, on peut débuter avec Albert Einstein si tu es prête. Albert, 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 Albert. Très difficile à capter et à suivre. C'est une énergie tellement calme, tellement douce, mais en même temps qui a un mécanisme de défense un peu dedans. Fait qu'il est comme tu le regardes, mais des fois tu te dis, coudonc, c'est un reflet de miroir. Fait que quand on s'approche puis on dépense de son mécanisme de protection, là, on le voit que c'est une personne qui est concentrée. Puis là, j'ai pas bougé, j'ai peur, je vais le déranger. Fait que c'est une personne, une âme, très concentrée, encore en train de poursuivre ce qui a commencé ici, mais de l'amener à un autre plus haut niveau. Puis à ce stade-ci, je sais pas en quelle année qu'il est mort, Benoît, mais il est encore en train de faire une différence. Et son cerveau a encore évolué. OK? Puis il va arriver en super bol, super génie, encore plus, plus wow. C'est quelqu'un qui a innové, qui a gardé l'ouverture de ses canaux, donc il retient ce qui avance entre une incarnation et une autre. C'est-à-dire qu'il va, s'il revient dans un autre corps à un moment donné, il va être déjà très évolué, très intelligent, il va déjà se démarquer de la masse, puis encore peut-être plus, plus. Et non seulement ça, mais il risque d'arriver, il vient de me montrer, un petit gars gêné avec des cheveux bouclés roux puis des yeux bruns, un petit peu boulet. Puis c'est un petit gars blanc. Fait que son prochain quart d'incarnation, il est déjà sélectionné par son âme. Puis ça va être aussi un petit gars très gêné qui va avoir beaucoup de talent, mais qui parlera pas beaucoup, puis que socialement, ça sera pas quelqu'un qui va avoir beaucoup d'aisance. Il va récupérer son don de la musique aussi, ça c'est clair, qu'il va le ramener, mais ça va être un pianiste qui va, en tout cas, peut-être plus se produire plus tard. Donc, on le voit pas jeune, mais pour arriver à être à un niveau professionnel adulte, c'est clair qu'il va l'avoir commencé plus de bonne heure. Alors, c'est comme une charge d'équilibre qui se fait au niveau de son cerveau. Fait que oui, il peut balancer au niveau des mathématiques, des sciences, de la physique, etc. Mais c'est important que l'autre partie puisse être capable de fonctionner parce que c'est des mêmes codages. Il y a beaucoup de chiffres dans la musique. C'est quand même la même type de compréhension, mais dans une autre place du cerveau. Et comme son cerveau est extrêmement ouvert, tu sais, on dit que les humains utilisent leur cerveau à moins de 10%, Benoît. Je sais pas si tu as déjà eu ça. Bon, ben le cerveau d'Einstein est à 46%. OK? OK. C'est ça qui se passe. Et il continue de le développer. Puis j'ai des frissons partout, hein. Ça c'est le 46%, là, c'est exact. Et à partir de ce moment-là, lui, il continue. Il a trouvé la clé universelle de ramener son savoir d'une incarnation à l'autre. Et pour moi, ça fait que c'est un génie. Et c'est notre premier invité. Je ne sais pas, on est rendu à combien d'émissions, Benoît, mais on est rendu à 90. On a encore un numéro 1 ici. C'est le premier invité qu'on a, et je vais t'avouer, humain que je connais, même si je le connais pas, là, qui a été capable de ramener tous ses dons, toute sa connaissance entre une incarnation et une autre. Il va poursuivre ainsi. Il va revenir avec tout son bagage et son cerveau à 46% encore. Ben, peut-être qu'il va l'avoir développé, puis il va être peut-être rendu à 48, je sais pas, mais en ce moment, si on prend là en ce moment, ça va arriver à ça. Donc, un petit gars tranquille, encore là, une
une femme dans sa vie, pas plus. C'est pas quelqu'un qui va se laisser distraire, puis la femme qui va rentrer va l'avoir gagner en confiance, va avoir pris du temps, tu sais, il y a quelque chose qui va se développer. Ça sera pas un coup de foudre instantané. Ça va être quelqu'un qui va y avoir prouvé par sa présence qui ont réussi à bâtir une confiance. Et donc, une madame très intelligente aussi, débrouillardise, un peu dans l'énergie de Marie Curie. Je dis pas que c'est Marie Curie qui va l'accompagner, mais je veux juste te dire que dans les énergies de nos émissions antérieures, la femme qu'il a choisie pour l'accompagner dans sa prochaine incarnation va porter l'énergie de Marie Curie dans ces tanks-là. Donc, probablement une enseignante débrouillarde qui est capable de alchimiser, de se débrouiller, etc. Donc, ça sera pas, ça sera pas la fille du coin qui va prendre, là. Ça c'est clair. OK. Et puis, au niveau des enfants, il y a une ambiguïté. Il hésite entre 3 enfants ou 0. Alors, ce plan-là n'est pas encore déterminé. Pourquoi 3? Je le sais pas, mais ça se joue là, 3 ou 0. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'il y a encore une résistance face au pouvoir politique, puis par rapport aux décisions de guerre. Il est un petit peu gêné de son génie parce qu'il est au courant que ça attire ça. Fait que ça, il y a des lions autour de lui. Ça travaille au niveau de la trame de son plexus. Il est encore en train d'essayer d'équilibrer pour amoindrir le risque d'être triste. Parce que c'est ça, dans le fond, qu'il a compris de son expérience actuelle. Ben, sa dernière expérience qu'il a eue, là. Comme je te dis, je sais pas quand il est mort. Donc, lui, il est encore en train d'étudier des solutions pour se protéger et mieux s'outiller par rapport à ça, parce qu'il a à faire face à une peur, et c'est la peur de la mort, mais pas de la mort comme telle d'une personne, mais de la mort comme telle de l'existence. Alors, c'est important parce que c'est exactement le point de départ qui va amener à expliquer c'est quoi le début de la vie finalement. Alors, c'est une personne qui a des immenses ouvertures de conscience et qui cherche encore des solutions. Donc, malgré tout ce qu'il sait, il n'a pas trouvé la solution pour être protégé, entre guillemets, de cet effet de ce cause à effet-là, de dire, bon, regarde, avec la science, le savoir, ça amène aux politiques puis aux destructions massives. Alors ça, c'est quelque chose que ça me tente de faire un croche avec Merlin. Je sens que Merlin va pouvoir le guider et l'orienter là-dedans. Et donc, c'est accepté et scellé par l'énergie du jaune. Fait que oui, Merlin, vraiment, comme il va pouvoir l'accompagner là-dedans. Puis je vais dire une chance parce que je sais pas qui aurait pu l'aider là-dedans. Dans toutes mes connaissances au niveau de l'âme, c'était vraiment Merlin qui peut l'amener à trouver cette solution-là. Puis ce que Merlin me dit par télépathie, c'est qu'ils vont se mettre à plusieurs pour plancher sur la question parce que c'est une question profonde dont la solution n'est pas évidente du tout. Et là, ils vont probablement rassembler plusieurs grands maîtres et possibilité, il doit y avoir un paquet de plans là-dedans pour essayer de raccorder et d'ajuster en fonction de tout ça. Comment pouvoir être un esprit libre avec sa connaissance, son intelligence, son savoir qui peuvent amener à la lumière sans nécessairement contrebalancer avec les répercussions de l'ombre et de ceux qui se détournent de cette connaissance-là au profit du pouvoir et de l'ego individuel ou national. Alors, c'est un défi pour les êtres de lumière de la Terre et malgré tout, il n'y a pas de solution encore qui a été trouvée. Maintenant, si ça vient à moi qu'à un moment donné, ils ont réussi à se pencher sur le sujet puis à trouver une manière, là, Albert va pouvoir enclencher son processus de réincarnation. Et mine de rien, il y a quand même beaucoup d'énergie qui l'attire vers les États-Unis. Maintenant, est-ce que c'est son choix définitif? Non. Mais à 70%, ça sent les États-Unis. Alors, il y a encore des choses à profiler, il y a encore des choses à ajuster, il y a encore des choses à déterminer. Mais le progrès il est là. En énergie, il y a une âme femme qui est là avec lui, mais c'est pas celle qui va être dans sa prochaine incarnation. Et je te dirais qu'entre les deux, il y a beaucoup d'humour, mais il y a encore beaucoup de silence.
Donc, il y a un non-raccord qui est fait à cause de l'énergie de Albert Einstein, ben son âme, qui n'est pas prêt à avancer, même de l'autre côté. On dirait que son énergie, son attention va sur l'extension de où il est, puis ses réflexions, ses questions. Fait que c'est une personne quand même solitaire et qui a aussi une difficulté, là, justement, à laisser approcher les gens, justement, parce qu'on va le déranger. Fait que la femme l'âme qui l'accompagne un peu, elle est sous silence. Donc, je sais pas pourquoi qu'elle reste là. Elle doit l'aimer beaucoup pour accepter de se mettre en pause de même. Puis moi, tu vois, je suis encore à côté de ces protections de miroir. Je l'observe, je comprends, je lis ce qu'il y a autour. C'est beau, c'est magnifique, mais bon, maintenant, ça va-tu arriver à quelque chose? Ben, on va voir comment ça se poursuit dans l'émission. Mais commençons par la base. Qui est Albert Einstein? Ben, moi, quand je pense à Einstein, je pense à sa théorie sur la relativité, puis souvent on va dire, ah, t'as un haut quotient intellectuel comparé à un tel, Einstein étant parmi les plus élevés. Lui, dans le fond, il a vécu de 1879, puis il est décédé en 1955. Il est né où? Puis, il est né en Allemagne. En fait, je vais parler de la première trame sonore, c'est intitulé Einstein and Music, puis ça parle de l'importance de la musique, puisque, ben, dans un premier temps, moi, j'ignorais qu'il faisait de la musique. Il a commencé des cours de violon à 5 ans, puis il a joué toute sa vie, notamment pour se détendre, ça l'aidait à résoudre des problèmes. Oui, c'est ça, je te dis, de la manière que ça marchait dans son cerveau, il avait besoin des deux absolument. Parce que le chemin que la musique emprunte, à un moment donné, rentre dans un genre de calcul de mathématiques où là, tout s'emboîte, puis tout s'enchaîne, puis la compréhension est liée, c'est des accès de ton cerveau qui ramènent la globalité. Donc, à partir de ce moment-là, dans le champ de l'univers, comment ça se transpose, c'est quoi les miroirs, c'est quoi les résonances, puis comment ça se place tout ça. C'est comme s'il savait qu'il y avait une espèce d'hyper puzzle 5D. C'est ça. Puis comment arriver à que tout s'en fonctionne pour arriver au tout. Et ce tout-là, comment ça s'explique au niveau de la science quand tout est compartimenté, mais tout est relié aussi. Fait que c'est du gros défi qui s'est mis, là. Ah, je trouvais ça intéressant que tu parles que euh, dans une vie éventuelle, il y aurait une compagne qui ressemble à Marie Curie, parce qu'on avait parlé à l'émission sur Marie Curie, comme quoi ils s'étaient rencontrés lors d'un congrès sur la physique, et puis les deux s'étaient super bien entendus. Ouais, il y a quelque chose, il y a une grande chimie. Oui, je me rappelle, Benoît, on l'avait souligné, mais je dis pas que c'est elle qui va prendre, mais il y a quelque chose qui a impressionné et qui a imprégné ses souhaits profonds. Et ça lui a été accordé pour sa prochaine incarnation. Mais quand juste une énergie comme Marie Curie, je suis pas capable de te valider que ça va être elle. Mais qui porte l'énergie de Marie Curie, tu sais? Exact. D'ailleurs, les deux ont gagné le prix Nobel de physique dans leur temps. Puis il est fier. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour par rapport à ce qu'elle a accompli et réalisé. Fait que moi, je soupçonne vraiment que c'est deux âmes sœurs profondes qui ont beaucoup de grandeur puis de similitude, donc une magnifique compréhension. Puis comme Albert, c'est pas un homme de beaucoup de mots, puis qui a beaucoup de ce qu'il dit et de ce qu'il est, qui pense à travers son champ énergétique. C'est très compatible avec l'énergie de Marie Curie qui a un fond de confiance comme ça en elle. Donc, je mentionnais qu'il était né en Allemagne. Son père travaillait dans une entreprise de matériaux électriques. Sa mère était plus à la maison. Tout comme Einstein, elle était réservée, puis était excellente au piano. Donc, je présume que c'est elle qui l'a initié au violon, À ou la en tout cas à musique. travers elle. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ça prenait un ground pour que ça rentre rapidement et qui de mieux que la mère pour que ça agisse directement rapidement.
D'accord? Puis en plus, écoute, je vois plus loin, Sama, elle avait une compréhension des études, puis des choses, puis elle mettait beaucoup d'importance sur les connaissances, puis les facultés intellectuelles. Fait qu'elle l'a vu très rapidement que même en comptant de l'argent, il y avait quelque chose de différent des autres garçons. Il y avait des origines juives à travers sa famille, étant né en Allemagne. Puis, il y a d'autres personnes de sa famille aussi qui ont contribué à son épanouissement, notamment son oncle Jacob, qui était ingénieur, qui l'a stimulé en termes d'intérêt pour les mathématiques. Puis, tu L'ingénierie, mentionnes... oui. Oui, exactement. Puis, il y a eu une fascination pour la physique dès à l'âge de 5 ans. Il y avait une fascination pour une boussole, puis c'est là que ça a comme enclenché le mécanisme de la science, on dirait. Il aurait lu des livres de science, notamment un qui catégorisait des livres sacrés de la géométrie. Donc ça va bien avec l'image pour l'émission aujourd'hui. Ouais, mais le magnétisme, c'est ce qui l'a attiré. C'est vraiment l'attraction qui l'a amené dans cette direction-là. Puis tu sais, à 5 ans, on est tout le temps en phase du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, là. Puis il n'y avait pas de Google à ce moment-là pour aller chercher la réponse du pourquoi que la boussole se magnétise vers le nord, là, tu sais. Hein, mais il y avait quand même des gens proches de lui qui étaient capables de lui fournir des réponses. Je dis pas qu'il y avait des grands intellects autour de lui, mais quand même, il y avait des gens qui intuitivement étaient capables d'y donner des réponses ouvertes. C'est-à-dire, je vais te donner un peu d'informations, mais qui va t'amener à te poser une autre question, qui va t'amener à améliorer ta réflexion sur le sujet, puis à aller plus loin. Puis lui, ben, c'est comme une adrénaline. Il est attiré par le magnétisme, puis il est vraiment comme son énergie réagit beaucoup aux lois universelles comme ça. Fait qu'il a juste été vraiment dans son moment présent et là, la question arrivait, puis là, oups, c'était assez intéressant pour qu'il y songe, puis qu'il y ait une prolongation de son mouvement finalement. Fait que c'est un des meilleurs alchimistes qu'on a eu aussi, hein, Benoît. Et puis, bon, écoute, je vais aller dans l'âme de Albert Einstein. Il y avait beaucoup de jaune en passant, mais c'est quelqu'un qui a très vite compris le mauve. Les mauves, là, sont très... c'est comme si en dehors de son cœur physique, il tombait dans le mauve. Puis quand il était dans son incarnation physique, il était surtout dans le jaune, je te dirais dans le blanc, mais il a été capable de côtoyer les bleus cobalt, il a été capable de côtoyer les verts, les rouges. Il a pas mal réussi à aller chercher toutes les fréquences nécessaires dans plusieurs teintes, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il est devenu comme un peu invisible. Puis c'est un petit peu le mécanisme de protection qu'il y a. Mais quand je suis arrivée à Albert Einstein en arrière, tout seul, tranquille, il est encore sur un fond jaune, blanc. Fait qu'il n'a pas nécessairement changé de famille d'âme ou de couleur d'âme, mais il y a une aisance de pouvoir aller un petit peu dans chaque couleur, mais une très grosse aisance, plus facile et naturelle avec les mauves. OK, parfait. On mentionnait que on pourrait dire, euh, son tempérament plus réservé, il y avait de la difficulté à s'exprimer, aussi à suivre des cours, puis il disait même de prendre des notes. Puis c'est vraiment par lui-même qu'il a appris la plupart de ses connaissances. Il disait qu'il s'insurgeait aussi contre le pouvoir arbitraire des enseignants. Puis un peu plus tard, il a volontairement abandonné sa nationalité allemande par répulsion du militarisme. Puis à un certain moment donné, donc il appartenait à aucune nationalité, puis il adhérait à aucune religion. Oui, très important. Écoute, dans le début de ce que tu as dit, je change pas de page tout de suite, là. Il y a eu plein d'affaires qui s'est passé. Alors, recommence le premier point.
Ben, il était réservé, il y avait de la difficulté à s'exprimer, à OK, suivre des OK, OK, cours, OK. puis Attends, 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 attends. Il y a trois affaires là-dedans. Bon, la difficulté à s'exprimer, ça, c'est très clair. À un moment donné, tu es capable de comprendre que l'autre personne ne te suit pas. C'est pas compliqué. Fait que c'est comme si il ne mettait pas d'énergie, entre guillemets, sur les cons. C'est carrément ça. Pense ce que tu veux, fais ce que tu veux, pas de problème. Fait que c'était pas une. Ben oui, c'est une personne réservée, mais il faisait le choix de s'ouvrir avec quelques personnes, puis il fallait que ça teste, qu'il soit capable de pouvoir le suivre un peu. Ça c'est peut-être quelque chose de très intéressant à comprendre quand tu es ultra, hyper intelligent, comment que comment tu arrives à composer avec la nature humaine. Le deuxième point que tu as dit, c'était quoi? difficulté à suivre des cours et à prendre des notes. Bon, OK, merci. Ça, c'est la claire connaissance pure. Lui, là, OK, en étant pleinement dans son moment présent, puis toute sa map, toute sa carte, toute sa compréhension, tout son réseau est vraiment conscientisé. Fait que l'information passe, puis là, ça rouvre sur un autre sujet, etc. C'est en lui, c'est son réseau informationnel, finalement, qui fonctionnait très bien. Et là, quand il arrivait avec des professeurs qui essayaient d'expliquer quelque chose qu'ils ne comprenaient pas de vécu. Hein? T'as beau avoir appris une théorie, mais ça reste une théorie manchée, puis tu sais pas de quoi tu parles. OK? Lui, il fonctionnait par la claire connaissance. Fait qu'avoir quelqu'un qui répétait des affaires qu'il comprenait pas nécessairement ou qui avait pas nécessairement la conscience, mais ni l'expérience non plus, à un moment donné, il était pas capable parce qu'il était surperformant de la manière qu'il était organisé dans son réseau. Pourquoi? Parce que c'est pas un réseau nœud, c'est un réseau entretenu d'incarnation à incarnation. Et il ne ferme pas justement ses dons. Donc, son don du violon est arrivé très jeune avec son milieu familial, mais son don était ouvert. Fait qu'il est arrivé, il était déjà bon en musique. Tu comprends? Il était déjà bon à comprendre les choses. Puis il était déjà bon à suivre l'information et la connaissance, puis à la développer dans son chemin, dans son cheminement. Fait que c'est ça. Fait que lui, quelqu'un qui va t'expliquer quelque chose quand tu l'as pas vécu, quand tu l'as pas compris, quand tu l'as même pas ouvert dans ta propre conscience, puis que t'as pas fait l'expérience de, ben, t'as pas essayé de le comprendre, mais lui, il met pas de temps ni d'attention là-dessus, ça le ralentit. Parce que dans cette optique-là de ta théorie manchée, ben, tu as un paquet de vérités qui passent sur ton radar. Fait que ça, c'était très important. Il aurait fallu avoir une âme capable d'avoir un réseau de claire connaissance fonctionnel pour qu'il puisse adhérer à quoi que ce soit là-dedans puis pouvoir le suivre. Mais c'est une personne qui était déjà très avancée sur les autres. Son réseau était déjà surperformant comparativement aux autres. Fait que pour quelqu'un, il apprenne quelque chose, ça y prenait juste un niveau de moment présent dans la conversation, quelqu'un qui disait quelque chose, puis lui il était capable de ah oui, regarde, ça conduit là, puis oui, ça pousse plus loin, etc. OK, c'est beau, continue. Donc, à 16 ans, sa famille a déménagé en Italie, puis c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'abandonner sa nationalité allemande, entre autres par répulsion du militarisme qui était promu à cet endroit-là. Bon, il est arrivé à 16 ans en Italie, là, heureux, avec un gros sourire, l'air frais, les chaleurs italiennes, le vin. Écoute, il a relâché beaucoup, beaucoup de tension, puis ça lui a permis de confirmer qu'il y avait d'autres types d'expériences dans l'univers qui étaient moins rigides ou moins endoctrinés par le militaire ou autre. Fait que puis c'est une âme jaune, hein, fait que c'est un retour à la paix. Fait que l'Italie lui a permis de réouvrir et de rehausser son histoire. Puis en même temps, quand je regarde son énergie, là, il a été capable de reculer et d'aller capter des énergies du temps des Romains, etc. Donc, il a pris le temps de se déposer dans la culture italienne, puis qui a remonté jusqu'à ses racines ancestrales, et ça lui a fait du bien. Il y a quelque chose qui est venu le solidifier, il y a quelque chose qui l'a stabilisé là-dedans, puis il a pu ouvrir davantage sa mémoire. Fait que ça a été un bain de libération, cette décision-là de déménager en Italie à 16 ans. OK, parfait. Quand il était très jeune, il y a eu une courte phase religieuse, mais
en même temps qu'il a abandonné son nationalité allemande, il adhérait à aucune religion non plus. Attends un peu, je vais t'expliquer. Parce que il est allé voir, il a essayé de comprendre, il a essayé, tu sais, il a été, mais quand il n'y a aucune de ces hiérarchies-là religieuses qui est capable vraiment d'expliquer qui est Dieu, à sa plus simple expression, c'est-à-dire dans la vérité. Puis là, tu comprends tous les problèmes là qui se découlent. Bon, tu sais, Jésus est aimant, ça passe par la lumière, la compassion, puis ça se tourne de bord, puis tout le monde est en train de s'entretuer. C'est clair qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne passe pas. Puis là, ben là-dessus, tu vas voir, tu fais tes observations, puis tu repars justement à développer peut-être qui est Dieu par le biais de la science, et etc. C'est quoi le début de la vie? Ce qu'il a trouvé, c'est qu'au niveau des religions, c'est que les explications étaient incohérentes, puis ça sonnait faux. Il y avait beaucoup de choses qui tombaient sur crois-moi, c'est de même ça marche. Puis là, Dieu est punitif, et puis là, tiens, rajoute, 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 rajoute. Il savait dans son cœur que c'était pas ça la vérité, là. Mais il a essayé. Il a commencé à faire des études en Suisse par la suite, puis en même temps, il a décidé d'obtenir la nationalité suisse. Par contre, il a eu de la misère à trouver du travail au départ. Puis c'est pas longtemps après, il a commencé à publier des articles scientifiques, puis c'est là que ça a comme tout débouché son affaire, là. Ah oui, hein? C'est sûr que quand c'est commencé à partager ses expériences, ça a dû faire fureur parce que il a été capable de rejoindre et de rassembler tous les intellects de ce monde. C'est ça qui, même si tu vois qu'il est concentré là-dessus, aux États-Unis déjà, les gens commençaient à avoir accès à ces études-là, et etc. Et son nom était déjà en train de se promener. Et non seulement ça, mais c'était très fort aussi au niveau de l'Angleterre. Fait que ça a été très, très difficile. Écoute, il l'a eu dur, là, tu sais, pauvre, à vouloir se sortir des pressions de l'État, de la guerre, de ci, de ça, des situations mondiales qui prenaient de l'ampleur et tout et tout. Écoute, il y avait une force supplémentaire, je te dirais, pour essayer de calmer le jeu un peu, de comprendre les choses, d'expliquer les choses, d'ouvrir à l'astronomie, tu sais, à l'univers, à d'autres mondes, à d'autres consciences. Écoute, il a été solide, mais tranquille. C'est ça. Puis je crois que sa force venait de son introspection, mais d'un autre côté, d'un autre angle, son introspection devenait lourde, devenait pesant. Il gardait pas mal, beaucoup trop de choses en lui que ça devenait une charge. Puis là, ben, ça changeait un peu son énergie puis son magnétisme. Puis là, il y avait de la compétition aussi un peu là-dedans. Fait que c'est une incarnation où ce que je te dirais qu'il a subi beaucoup de pression, puis ça a été très, très, très difficile parce que même si son nom commençait à circuler, sa situation de vie matière n'était pas non plus stabilisée ou idéalisée ou même avec une meilleure qualité de vie. Fait que non, je trouve que c'est un génie chef qui, de son vivant, s'est organisé pour faire le son possible, mais il a passé dans des grosses, grosses turbulences planétaires pendant son incarnation. Au côté famille, il y a eu deux femmes avec qui il y a eu des enfants. La première, ils ont eu trois enfants et la deuxième, une fille. Puis parmi les trois premiers enfants, il y a eu un garçon qui est devenu professeur d'ingénierie. Puis le troisième garçon, malheureusement, il était diagnostiqué comme schizophrène. Ah ouais, hein? Puis je crois qu'il a été institutionnalisé pendant la- une bonne partie de sa vie. Ben, j'ai mentionné plus tôt que il avait abandonné sa nationalité allemande par conviction de plus pacifique. D'ailleurs, pendant les deux guerres mondiales, il a réitéré ses opinions pacifiques. Puis, un de ses plus grands regrets de sa vie, c'est que au début de la Deuxième Guerre mondiale, avec d'autres scientifiques, il a signé une lettre à l'adresse du président américain Roosevelt. Puis sans le vouloir, ça a comme
donner suite à la bombe atomique. Donc, c'est peut-être son plus grand regret. Ben, c'est sûr que d'arriver à la bombe, mais c'est pas sa responsabilité à lui, là, puis il a essayé de l'éviter. Il a fait son possible. C'est là, ça se Ouais. joue. Ouais, effectivement. Puis par la suite, il a constamment milité pour le désarmement nucléaire, notamment, là. Il est encore là-dessus, je vais t'avouer. C'est un des sujets qui le choque, puis qui trouve ça dommage que plusieurs têtes brûlées menacent encore le fil de l'humanité avec cette arme-là. Puis, comme je te dis, c'est encore des trucs qui sont dans son processus d'évolution et de recherche. C'est encore une quête qu'il n'a pas résolue. Fait que c'est quand il va arriver à faire en sorte que ça puisse être contrôlé par des personnes positives. Déjà là, il va se sentir mieux. Mais c'est profond en lui parce qu'il est trop au courant. C'est pas que s'il est impliqué, c'est pas lui qui influence ça, mais il sait comment ça marche. Puis il a peur parce qu'il sait c'est quoi, comprends-tu? Quand Poutine Mhm. décide de menacer, il est pas conscient de ce qu'il sait, Albert Einstein, là. C'est ça qui se passe. Fait que comment arriver à ce que tout le monde puisse faire attention des répercussions et des impacts que ça, que les gens s'en servent intelligemment? Ça, c'est une grosse cause qui milite. Je ne sais pas s'il militait là-dessus quand il était humain, mais de l'autre côté, c'est encore là-dessus qu'il se penche. Puis là, il est en plus avec des groupes d'hommes qui essayent justement de faire évoluer la conscience pour que l'équilibre et que la Terre continue. Fait que c'est des grosses questions existentielles sur laquelle plusieurs hommes sont encore en train d'essayer de sauver le monde. Oui, ben en fait, ça c'était un élément dont j'ignorais d'Albert Einstein, c'est le côté pro-paix à travers le monde. Moi, je connaissais juste son implication au niveau de la science. Puis, Mais c'est très euh, simple. C'est une âme jaune. ouais. Les âmes jaunes sont des artisans de la paix, puis ils sont venus ici pour ça. Puis il est tellement pour ça qu'il est encore jaune aujourd'hui, puis qu'il va revenir dans cette mission-là. Comment que la connaissance, qui est déjà quelque chose qui se profile beaucoup dans le jaune, puisse amener plus de paix sur Terre. C'est une grosse mission, mais c'est tout dans le jaune. Fait que c'est pour ça qu'il reste jaune. Mhm. Puis entre les deux guerres mondiales, il y a eu plusieurs menaces de mort à son endroit. Puis c'est à l'ascension de Hitler qui a, on pourrait dire, entraîné son choix de déménager aux États-Unis. Puis il a continué aux États-Unis à promouvoir la paix, l'égalité. Il a réalisé, entre autres, aux États-Unis, la discrimination contre les Noirs. Puis il a beaucoup milité pour l'égalité des Noirs aux États-Unis. Il est Puis, plutôt satisfait, Benoît. Il a vu vraiment qu'il y avait une amélioration, qu'il y a un changement. Fait que ça, c'est quelque OK. chose qui est content de comment ça chemine. C'est pas réglé, effectivement, mais c'est beaucoup mieux que ce l'était lorsqu'il est décédé. Puis il avait déjà vu un changement qui était amorcé dans les énergies de la société à ce moment-là pour l'évolution. Fait qu'il était satisfait que ça c'était en voie de changer et que ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. C'est sûr que c'est pas tout réglé. Il y a encore beaucoup de racisme de nos jours. Mais ça, hein, on rentrera pas dans ce sujet-là, mais il est plutôt satisfait de comment c'est évolué. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Et j'étais un petit peu curieux à savoir si il était assez en vue aux États-Unis pour l'égalité des Noirs à ces années-là que Martin Luther King aurait été au courant de ça. Je comprends pas ta question. Parce que Martin Luther King, il était vivant lors des dernières années de Einstein, de sa vie, qui habitait aux États-Unis. Puis comme il promouvait l'égalité des Noirs, je me demandais si Martin Luther King avait été un peu inspiré par Einstein à ce niveau-là. Bon, OK, j'avais pas compris ta question, mais j'avais déjà eu la réponse. Fait que ce que j'avais vu, c'est que Martin Luther King a apprécié l'énergie d'Albert Einstein, mais je ne crois pas qu'ils se soient déjà rencontrés parce que quand je regardais l'énergie d'Einstein par rapport à Martin Luther King, c'est loin. Il y a peut-être eu une petite reconnaissance que quelqu'un qui amorçait un mouvement quelconque,
possiblement, mais pas plus que ça. Fait que je te dirais que Martin Luther King a eu plus d'impact d'Albert Einstein dans sa vie que Albert a eu de l'impact de Martin Luther King. OK. Puis, parenthèse, Martin Luther King, je sais qu'il est allé en Inde pour s'inspirer de Gandhi puis de ses apprentissages. Ça, Benoît, là, regarde tout ça, là, parce que à nos 2 ans, notre émission spéciale 2 ans, on va pouvoir faire un super retour. Puis là, toutes tes âmes inspirantes là, que tu relis, là, on les suivra, puis on mesurera tout ça, mon ami. Bon, ben, c'est parfait. Oui, Cool. là, Gandhi, Martin Luther King, écoute, on va s'emballer sur une direction, là. On rentre Nelson Mandela là-dedans, puis Albert est pogné. Mais on va revenir, Bon, on fait une émission spéciale pour nos 2 ans, c'est ça que je veux dire à nos auditeurs. j'en profite pour présenter la deuxième trame sonore qui est le film Genius sur la vie d'Einstein. Ouais, c'est quelque chose que j'ai pas vu, me semble. Ben, peut-être que oui, ça aurait pu parce que j'aime consommer ce qui sort de Albert Einstein. Mais mon film préféré d'Albert Einstein, en passant, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas vraiment de trame sonore. C'est avec Tim Robbins, puis Meg Ryan. Ça s'appelle QI en passant. Mais il n'y avait pas de trame sonore comme telle de ce film-là. C'est Meg Ryan, c'est la nièce d'Albert Einstein, qui est une grande physicienne qui va se marier à un grand scientifique aussi, mais tu sais, il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est froid et tout ça. Puis Tim Robbins, c'est un mécanicien, mais il est intelligent avec le don de la mécanique, mettons, là, mais il connaît rien en sciences, je pense, en chimie. Mais en tout cas, Albert Einstein réalise que le mécanicien sera un meilleur match pour sa nièce. Fait que là, il se met avec ses amis intelligents à essayer de transformer le mécanicien en gars brillant. Et puis, pour que sa fille tombe amoureuse, ben, sa nièce tombe amoureuse de Tim Robbins. Fait que, excellent film en passant, si vous êtes capable de regarder ça, QI, de Albert Einstein et de Meg Ryan. Mais c'est pas le vrai Albert Einstein, mais ça raconte une petite histoire le concernant. C'est cute. Parfait. Côté œuvre qualitative, on a pas mal mentionné les causes, mais donc il y avait la paix, la lutte aux discriminations raciales notamment, le désarmement nucléaire, promouvoir le savoir et l'éducation. En fait, notamment à l'université juive à Jérusalem, parce que il était, ben, d'une part, il est d'origine juive, puis il promouvait euh, l'égalité et il défendait la cause des Juifs envers les autres. Puis il a fait don de tous ses avoirs à l'université juive à Jérusalem à sa mort. C'est une bonne affaire parce qu'il a réussi à quand même déposer pas mal de choses. Fait que au moins que tu sais, il y ait un leg pour la Terre, mais c'est des écrits qui sont encore très avancés pour l'humanité aujourd'hui. Et il y a encore bien des chercheurs qui sont pas capables non plus d'arriver à ce niveau-là. Fait que c'est un patrimoine précieux de la Terre. Fait qu'au moins, c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un qui a eu ça, parce qu'il aurait donné ça à ses enfants, mais tu sais, il aurait fait quoi avec tout ça, tu sais. Fait qu'au moins, il y a du progrès, mais ce que je reviens de recevoir dans mon plexus, c'est qu'il va y retourner à un moment donné et qu'il va aller sur ses anciens écrits d'Albert Einstein. Il va avoir une prise de conscience. Alors, ce que je comprends, c'est que, comme je te disais, il arrive avec des canaux ouverts, il va se rappeler de beaucoup de choses. Peut-être pas à 100%, mais de pas mal beaucoup. Puis il va retomber sur les travaux qu'il a fait en tant qu'Albert Einstein, puis j'ai comme l'impression que c'est là-dessus qu'il va recontinuer. Fait que, c'est en petit roue bouclé. Parfait. Puis, j'avais une couple de citations ici. Il disait souhaiter éveiller la conscience de tous les pays qui restent fidèles à l'humanisme et aux libertés politiques. Très Euh, encore d'actualité. C'est vraiment quelque chose qui le suit. Tu sais, c'est profond, ce message-là. Ça fait partie de ses valeurs intrinsèques qu'il porte encore. Puis en lien avec la discrimination aux États-Unis, il disait la différence entre la séparation des Noirs et des Blancs ne résulte pas d'une maladie des gens de couleur, mais d'une maladie des Blancs. Oui, il avait raison.
Puis je te dirais que si aujourd'hui il serait dans une civilisation multiculturaliste comme on a maintenant aujourd'hui, là, avec les immigrations et tout pendant ces années, il l'adapterait au multiculturalisme. Il resterait pas juste au niveau des Blancs puis des Noirs. Puis effectivement, Mhm. les Blancs, c'est sûr que le problème venait d'eux autres. C'est clair. Ça, tout le monde le sait, là, depuis longtemps. Maintenant, l'homme blanc, faudrait pas faire son procès maintenant. Mais il manque d'amour, en tout cas, dans plusieurs de ses modèles. Il a reçu plusieurs doctorats honorifiques. Il a reçu, je l'avais mentionné un peu plus tôt, le prix Nobel de physique, plusieurs autres médailles et honneurs. Côté santé, il y a eu une maladie chronique plus en lien avec les organes digestifs. Puis il aurait été mort d'un anévrisme au niveau abdominal aussi. Ben, ça résulte un peu de sa difficulté et de sa pauvreté. Ça crée des répercussions. C'est aussi simple que ça. Euh, recommence au début, pas au début de ces proverbes, là, mais recule un peu. T'as dit quelque chose, puis j'ai vu quelque chose. Euh, Avant les proverbes, Après? après, au niveau de sa santé ou des Avant? œuvres Ouais. caritatives, Ouais, ok, pardon, t'étais dans les œuvres, ouais. euh, ses dons à l'université juive ou... Wow, merci, c'est diplôme. Bon, OK, diplôme honorifique, c'était là que je voulais revenir. OK. Tu vois, quand tu dis qu'il y a eu de nombreux diplômes honorifiques, ben c'était un petit peu ça, sa claire connaissance. Comprends-tu? Il n'y avait pas besoin d'aller chercher l'enseignement de quelqu'un qui lui donne. Il est tellement rentré dans la claire connaissance que là, les universités ont compris son mécanisme puis de ce qui amenait à partir de son réseau d'information. Puis les doctorats honorifiques sont rentrés très facilement. Mais très facilement, c'est ça qui se passe avec Albert Einstein. Il n'y avait pas à passer par en arrière. Le monde allait donner, lui donner ce diplôme, justement, comme ça. Fait que pour lui, l'université, c'était ça, de recevoir le diplôme, mais lui, d'être rendu beaucoup plus loin, puis de continuer son chemin, puis de sa claire connaissance, puis ses travaux, puis son œuvre, etc. Fait que c'est ça que j'ai remarqué de spécial. Tu sais, quand il y a pas l'école, non, c'est l'école qui courait après pour lui donner le diplôme. Ça, c'est remarquable, ça, là. Moi, j'ai jamais vu ça Ouais, chez c'était nos vrai. 90 émissions là, qu'on a faites. Non, exact. Ouais. Comme troisième trame sonore, c'est un extrait du film Einstein et Edinburgh, plutôt Eddington, pardon. Ouais, ça, c'est un super bon film. Justement, sur la vie d'Albert Einstein dans ces périodes, justement, entre sa pauvreté difficile puis ses combats militaires, nucléaires, etc. Donc, il s'est associé avec Eddington, puis ils ont travaillé un petit peu la connaissance et l'information pour avancer. Fait que tu vois un peu les enjeux, tu vois un peu sa réalité matière. Sa vie amoureuse aussi, tu la comprends mieux. Donc, je trouvais que c'était intéressant, mais encore là, c'est pas un film où il y a des grosses trames sonores. D'accord. Moi, j'aimais bien, entre autres, parce que j'aime le groupe de Cranberries, puis il y avait une Ouais. trame des Cranberries. Ouais, mais ces regards Cameron sont arrivés dans les années 1990, là, puis j'ai cédé pour ça. Moi aussi, j'aime beaucoup Dreams des Cranberries, puis j'ai dit, tiens, je me Ouais. gâte. Je me gâte, je la mets là. Alors, ben c'est ça, fait que ça a dû être dans le film, mais encore là, c'est pas réaliste, là. S'il est né en 1955, Cranberries était même pas né. Mm. Euh, j'ai un autre lien avec une célébrité qu'on a faite dans une émission antérieure avec Charlie Chaplin. Puis les deux se sont rencontrés. Puis Einstein a dit, ce que j'admire le plus de votre art, c'est votre universalité. Bien que vous ne dites pas un mot, le monde entier vous comprend. Puis Oui, Charlie a dit, c'est vrai, mais votre gloire est encore plus grande. Le monde entier vous admire alors que personne ne vous comprend. oui. C'est- quand tu as dit Charlie Chaplin, ce que j'ai entendu de Albert, c'est gars brillant. Fait qu'ils ont trouvé une fréquence intelligente pour se reconnaître. C'est carrément ça.
Puis les deux, tu vois, ils se complémentaient, c'est complémentaire. Parce que bon, l'autre est plus amusant, tu sais. L'autre il explique, mais le monde comprend pas. Mais en tout cas, fait que ça va jouer des nuances de l'intelligence. Puis c'est un beau duo parfait. Il y avait beaucoup de plaisir, puis ils auraient pu échanger encore ensemble. Puis ce que Albert Einstein me dit, c'est ils se sont croisés de l'autre côté, Charlie Chaplin et lui, à maintes reprises. Et très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Ils continuent à se fréquenter ou se voir. Pas super gros, mais déjà eu plusieurs rencontres. OK. J'étais impressionné du fait que Einstein soit impliqué dans autant de causes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, pour laquelle il aimerait être reconnu le plus. J'y vais pour la paix. Quand que les gens vont comprendre la conscience de leur choix, de leurs décisions, de leur impact et de les répercussions sur la vie, sur le monde. C'est là que ça se joue. Ouais. Parce que c'est vraiment ça. Ben, je veux dire, moi, pour ma part, je le connaissais plus au côté science, puis j'ignorais son implication pour la paix, puis ça m'a vraiment frappé, puis et fait plaisir sa part dans cette partie-là. C'est l'essence même du début de sa quête. Comprends-tu? Lui, pourquoi expliquer la vie, la mort, la lumière, le Dieu, la science, etc. C'est justement pour amener l'humain à avoir plus de paix sur des questions qui sont difficiles d'avoir des réponses, puis qui peuvent tracasser et dévier le courant du chemin naturel humain. Fait que lui, dans sa sagesse, il disait si les gens comprennent mieux, ben ils vont être plus calmes, vont être plus en paix, plus en joie, plus capables de fonctionner en harmonie puis en respect avec la vie, l'unité. Fait que ce principe-là, c'est le début qui le motive surtout. À partir de ce moment-là, ben c'est pas parce que tu te rends dans les plus hautes explications de ce monde que les gens vont mieux se respecter. C'est ça le problème. Il faut que la connaissance suive sans que ça tombe comme un prêcheur ou une religion qui dit quoi faire, puis comment penser, etc. Fait que c'est comment arriver à rendre libre la molécule pour que la pensée reste comme libre de se parfaire par elle-même, tu sais. Puis là, ben, ça ramène toute à la gloire de la claire connaissance qu'il a profilée dans ses énergies. Parfait. Moi, ça conclut ce que j'avais sur Albert Einstein. Ben écoute, ce que je peux te dire, c'est qu'il a trouvé ça rigolo, l'entretien avec nous, puis il est content, il trouve ça charmant, mais tu vois, il est pressé de partir. Fait que moi, je le remercie d'avoir pris le temps, puis je lui souhaite vraiment le bleu indigo l'accompagne justement dans tout ce qui est en train de monter. Puis je le remercie d'une bonté infinie d'avoir pris le temps de me montrer comment il fonctionnait, puis de m'accueillir malgré ses réflexions. Il a pris le temps. Il a quand même pris le temps. Fait que je le remercie. Moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est une âme très courageuse, puis qui a travaillé beaucoup pour l'évolution. Puis en tant qu'âme jaune moi-même, ben je le reconnais, je le bénis dans sa splendeur. Et je lui fais une requête si ça lui tente de m'aider à développer mon cerveau. Peut-être pas de l'amener à 46%, mais je sais pas, de m'amuser un peu pour travailler ma télépathie ou ma téléportation en tout cas, des aspects de mon cerveau qui pourraient être mieux harmonisés. En tout cas, j'ai pas trop compris sa réponse, mais je pense qu'il a compris qu'est-ce que je voulais dire, puis il a compris comment il pouvait m'aider. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je vous reviendrai là-dessus éventuellement. Mais en tout cas, il nous souhaite tous un indice à la guérison pour compléter ce qui nous manque comme présence en notre cœur. Fait que c'est là-dessus qu'il souhaite nous porter notre attention parce que c'est ce qui va accélérer notre chance puis d'arriver à améliorer notre situation pour un monde meilleur. Fait que c'est là-dessus qu'est sa bénédiction pour nous. En frère, parce que c'est vraiment une énergie fraternelle qu'il a pour l'humanité. Parfait. Ben, merci à Albert Einstein pour sa contribution à l'humanité. Puis il te remercie de l'avoir choisi puis t'a envoyé un beau rayon vert émeraude. Ah, ben, merci beaucoup. Ouais, c'est un développement de l'amitié, ça, j'ai comme l'impression. Puis ça va t'aider à enlever de la pitié. Mais je sais pas, tu as de la pitié collée ses sciences. Fait qu'il va t'aider à enlever ça avec son rayon vert qu'il t'a envoyé de fraternité. Ah, oh, Parfait.
il est fin, tu vois, il a une élégance là de répondre au moment, puis tu sais, il est capable d'échanger avec les gens. C'est pas, tu sais, il a été capable de le faire avec nous là. Fait que il y a quand même un côté social, c'est comme rien. Parfait. Ben, j'ai remarqué qu'il avait étudié, ben, appris par lui-même des formules mathématiques, calcul, c'est quoi encore? Calcul différentiel puis intégral. Si j'avais su au secondaire, je pense que j'aurais fait appel à Albert à ce moment-là, mais en Mais tout cas. imagine-toi qu'est-ce qu'il aurait fait avec une calculatrice scientifique comme on a maintenant. Il aurait dû peut-être aller même plus loin, tu sais. Là, c'était tous des calculs Mhm. qu'il faisait manuellement, mais imagine-toi si, quand il va arriver, il va être vraiment dans la technologie, là. Il y a Absolument. vraiment quelque chose, parce que, comme je te dis, ça continue. Il n'y a pas eu de pause entre sa première, puis, ben, son incarnation qu'on le connaît, puis sa prochaine. Fait qu'il va être encore très spectaculaire quand il va revenir en petit gorou. Parfait. Parfait. Maintenant, on peut passer à Léonard de Vinci. Et comme première trame, tu as choisi la musique de Léonard de Vinci. Ouais. C'est pas facile. On était dans des invités cette semaine où les trames sonores étaient très difficiles. J'aurais aimé ça voir Albert Einstein nous faire un jig de Charleston, mais ça existe pas. Ça existe pas. Léonard da Vinci, c'est une coche de plus difficile. Mais il y avait un peu de choses, mais en tout cas, j'ai fait mon possible. Parfait. Lui, il a vécu entre les années 1452 et 1519. Puis c'est probablement un des invités qu'on a eu où il a développé le plus de différents talents. Donc, il était peintre, ingénieur, sculpteur, scientifique, philosophe, botaniste, écrivain et musicien. Je suis sûre qu'il doit y avoir d'autres choses en arrière de tout ça, là. Puis, ben, en fait, quand on pense à Léonard de Vinci, ce qui est ce à quoi on l'associe, c'est l'esprit universel de la Renaissance. Ah, je comprends. Écoute, il y avait même le médical, là. Il voyait des os, puis là, il décrivait le corps. Il a vraiment amené une grosse base, autant au niveau du règne animal, des plantes, des humains. Il a fait progresser beaucoup, beaucoup la médecine. Fait que ça, c'est un grand champion, une grande âme, très humble. Puis lui aussi, il était d'un beau jaune translucide. Fait que ça aussi, c'est peut-être notre première émission. On a deux jaunes harmonieux très paisibles, qui ont une aptitude à composer avec toutes les autres fréquences. Tu regardes en énergie, c'est comme des bonhommes arc-en-ciel. Ils maîtrisent tous les éléments, toutes les couleurs, toutes les fréquences. Mais à la base, c'est un grand jaune, calme, sage, de savoir, de conscience universelle. Et il a fait énormément, beaucoup progresser l'humanité. Maintenant, depuis sa mort, là, en 1500, je sais pas trop ce que tu as dit, à 39, 29, je sais plus. Euh, 19. ouais. 19, OK, 1519. Il s'est réincarné trois fois. Trois fois, mais des incarnations, quatre, qui ont continué à faire évoluer tout ce qu'il a apporté au niveau de la Renaissance, comme on dit, mais à un petit niveau davantage de son savoir. Il est revenu aussi en tant qu'âme qui avait beaucoup de talent. Mais dans l'incarnation qui a suivi, il y avait plus de disciples, il y avait plus de monde. On voit que sa fonction d'enseignement a été ouverte à un plus grand bassin de personnes. Donc, il a continué à cultiver la culture scientifique, mais de tout son savoir universel aussi. La musique est rentrée dedans. Et ce que je vois au niveau de son époque, il avait déjà composé de la musique. Donc, c'est quelque chose qui l'a ramené, mais pas nécessairement comme un don qui l'a mis de l'avant. C'est peut-être plus un don qui lui a servi d'amusement ou de divertissement. Puis, dans l'incarnation qui a suivi, il était plus vert avec un fond jaune. Donc, il a comme continué à un certain niveau, mais dans un autre tal, si on peut dire. Parce que si je le regarde aujourd'hui, euh, il est encore dans ces couleurs-là, jaune pâle, mais il n'a pas été que jaune pâle tout le temps, tout le temps.
Comme je t'expliquais, la première était plus vert, la deuxième était plus bleu cobalt, mais avec son fond jaune translucide qui était là avant. Et puis la troisième, il l'a fait plus dans le indigo, mais toujours avec son fond de même. Fait qu'ils ont quand même poussé d'autres aspects. Ce qu'on me dit, c'est les incarnations qu'on suivi ont eu une répercussion. Il a quand même développé un nom, il a quand même développé une notoriété, mais pas suffisamment forte pour qu'on puisse être capable de le relier. Dans le sens qu'on est capable de dire, OK, ouais, il a été Schumann plus tard, ou etc. J'ai pas le nom de ces anciennes incarnations, malheureusement. D'accord. Donc, comme le dit son nom, il est né à Vinci, qui est un village en Italie. Son père était notaire et sa mère était paysanne. Mais comme c'était pas une union officielle liée avec le mariage, il était considéré enfant illégitime, puis il n'a pas pu accéder au notariat de son père. Mais il y a eu quand même un plan B. Je vois une tante qui fait des études privées puis qui l'ouvre à pas mal tout, dont entre autres les plantes. OK? Fait qu'il y a comme eu une tante qui est venue l'aider, mais son père a pris le temps aussi de bien s'assurer de son savoir. Il savait qu'il était capable de lire. Il lisait, je vois qu'il lit des dossiers de son père. Fait que son père l'a quand même impliqué, même s'il avait comme pas nécessairement le droit. Puis je dois dire qu'au niveau de son plan de l'âme, c'était prévu comme ça. Parce que, justement, c'était une manière de pas rentrer dans le tordeur que l'élite, entre guillemets, pensait au niveau de l'éducation et tout. Ça l'aurait comme brimé ou limité, si on peut dire. Donc, le fait qu'il n'ait pas accès à rien, il avait accès à tout. Et là, il a pu fonctionner avec son désir d'ingénierie intérieure, puis de comprendre pour mieux se rapprocher de Dieu. Fait que ça, c'est son premier leitmotiv. Et c'était important pour lui qu'il soit libre de tous les contenus parce qu'il était en même temps immunisé contre les pressions qu'il aille en mariage, etc. Je vais m'avancer un peu. Ça lui a permis de vivre son homosexualité de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de répercussions. Ça lui a permis de pouvoir faire un choix ou d'orientation plus libre que s'il avait passé dans le tordeur du moule ou ce que finalement ça aurait cassé puis qu'il se serait marié avec une femme, tu sais. Fait que c'était mieux de pas le dire, mais c'était sa vie privée qu'il protégeait. Ça, c'est important. Puis en même temps, c'était pas une personne gourmande, affective ou sexuelle ou quoi que ce soit. C'est comme si on lui offrait une soirée, un bonbon ou une possibilité ou quoi que ce soit comme un cadeau. C'était pas quelque chose qui courait après ça puis que ça finissait en orgie puis en portée, etc. Donc c'est une homosexualité qui est discrète. Parce qu'il y avait quand même un courant dangereux, puis il voulait pas que sa vie intime vienne interférer avec toutes ses missions. Parce que si on prend chacun de ses talents, de ses dons, ben c'était comme une mission en soi. Et puis c'était ça, dans le fond, qui était public. Puis c'était là-dessus qu'il protégeait l'image, etc., pour pas qu'on s'attaque à son honneur, malgré l'encyclopédie vivante qu'il était et qu'il avait compris beaucoup de choses, autant au niveau du corps humain que la biodiversité, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a concentré son esprit scientifique et de savoir pour justement faire avancer les choses. Parce que ce qu'on me dit, c'est l'élite de lumière qui ont décidé de le descendre à ce moment-là parce qu'il y avait un danger de régression pour l'humanité. Et puis que, comme le savoir était surtout contrôlé par la religion, etc., il fallait qu'il y ait une entité qui sorte de nulle part, sous aucune influence quelconque, et qu'à partir de ce moment-là, lui puisse amener des connaissances qui puissent réveiller l'humanité et l'amener à s'ouvrir, à cultiver, entre autres, des connaissances pour l'amélioration des conditions de vie à l'époque, qui étaient plutôt aussi un peu en retard. Donc, c'est comme un élu qui a été déposé, qui a accepté une mission de claire connaissance. C'est carrément là où est-ce que ça se joue et la connaissance dans tous les aspects qui vont joindre tout le monde.
Fait que là, en ayant comme développé son aspect d'ingénierie, ben là, il amène un mieux à l'humanité, même par son art. Écoute, la Joconde, elle a tellement circulé, puis elle circule tellement encore. Donc, c'est rien d'extraordinaire, mais quand le monde qui regarde ça attentivement, il fait Wow! Pourquoi? Parce qu'il arrive à l'humanité divine de Léonard da Vinci en arrière de son œuvre. Donc, on est capable de percevoir sa lumière et son juste. Parce qu'il y a une très grande vitesse d'évolution, mais ça s'est fait dans le juste. Et c'est quelque chose de herculéen pour l'époque dans laquelle il est arrivé, parce qu'il a réussi à résister à l'influence de la monarchie, il a réussi à résister à l'influence de la religion, à toutes les influences qui auraient pu influencer quoi que ce soit. Donc, il était une âme très noble, il est encore, évidemment, mais une âme très noble, très juste et minutieuse, dans la perfection du simple détail. Il pouvait passer 5 heures sur un tout petit détail. Il était perfectionniste à l'os. Une personne qui n'avait pas de problème de concentration. Non. Parce qu'il a réussi à trouver l'harmonieux en lui, l'harmonieux avec la lumière qu'il a laissé qui a laissé passer complètement. Alors, c'est un grand médium, on va te le dire de même, c'est un grand médium qui a réussi à descendre par son canal de la connaissance, la lumière pour l'amélioration et le juste des conditions de ce monde pour amener plus de paix. Mais il trouvait ça très difficile parce qu'il y avait beaucoup de sacrifices en lien avec la maladie aussi. Alors, c'est pour ça qu'il a voulu comprendre l'anatomie, le corps humain, pour arriver à le soigner du mieux qu'on pouvait, parce que personne n'est à l'abri. Tu pouvais avoir 5 ans, 17 ans, 42, tout le monde est vulnérable à choper une maladie à un moment donné, un virus, quelque chose. Donc, c'était vraiment dans une optique de paix qui est venu faire progresser l'humanité et ça marche encore parce que toutes les bases et les assises qu'il a amenées continuent aujourd'hui à être utilisées, que ce soit en médecine, que ce soit en botanisme, que ce soit en ingénierie, en quoi que ce soit. Donc, il a vraiment amené ce qui nous aide encore aujourd'hui. Alors, c'est des missions d'élus élites qui, justement, sont placés pour des raisons, justement, d'empêcher l'humanité de régresser. D'accord, parfait. Ben, merci beaucoup des précisions. Tu mentionnais qu'il était pris en charge dès un jeune âge pour son éducation, mais il a habité avec ses grands-parents pendant ses 10 premières années. Son grand-père, il avait partagé son intérêt pour la nature. Sa grand-mère était céramiste, puis il l'avait initié aux arts. Puis tout le village, dans le fond, contribuait à son éducation. Ouais, ben tout le monde se rendait compte que le petit gars, il était allumé, observateur, puis intelligent, puis qu'il se questionnait, puis que les questions qu'il posait allumaient le monde. Waouh! Fait qu'il allait chercher justement les passions chez les gens, qui leur dévoilait tout. C'est comme s'il y avait le don de qu'il n'y ait pas de secret. Le monde dévoilait leur connaissance, puis il disait, ouais, il est bien trop petit, il comprendra pas ça. Non, laisse faire. Dis la vérité, sors-la toute. Puis il partait avec ça, puis il l'amenait plus loin. Fait qu'un petit gars brillant, curieux, puis en même temps qui regardait les gens, mais les gens avaient aucun soupçon de méchanceté qui venait de lui. Il y avait rien de bizarre, c'était juste vraiment quelqu'un qui se nourrissait à essayer de mieux comprendre le développement des gens pour mieux les guérir, pour mieux les soigner, pour qu'ils soient plus heureux, plus en paix, etc. Fait que très jeune, les gens reconnaissaient sa noblesse dans sa vibration, dans son énergie, puis ça l'a toujours protégé. Tout à fait. Puis, tu disais que son père l'avait bien encadré aussi. Euh, donc, à 10 ans, il est allé à Florence avec son père. Puis, son père l'a inscrit à différents ateliers où il allait pouvoir apprendre différents métiers. Donc, c'est vraiment là que ça donnait un souffle à son expérimentation, puis on pourrait dire, le lancement de sa carrière sous toutes ses facettes. Mais là, t'as peu, t'as.
l'effet que ça lui a fait là, de son père à Florence, il est devenu toute rose dans son énergie. Alors, il a vraiment aimé ça, puis il a pu faire l'expérience de la connaissance de qui il est à travers toutes ces possibilités de savoir-là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui lui a apporté et généré énormément beaucoup d'amour pour comme embraser le début de sa quête là, de démystification universelle. Fait qu'il l'a fait avec amour. Ça, c'est ça que ça dit, dans le fond. OK. Puis c'est là qu'au départ, il a appris les concepts en ingénierie, en mécanique, métallurgie, physique, aussi musique, comme tu as mentionné un peu plus tôt, l'anatomie, le dessin, la gravure. Puis il s'est quand même promené à différents endroits. Il était en Florence, ensuite il a été à Milan. Il a été ordonnateur de fêtes et de spectacles également. Il a inventé une machine pour des utilisations dans des pièces de théâtre. En tout cas, on en passe. Puis, tu as mentionné la Joconde plus tôt. Je dirais autant Einstein, on le connaît pour sa théorie de la relativité, autant Léonard, c'est pour la Joconde. Oui, puis c'est malheureux parce qu'il a tellement apporté beaucoup de choses que de le concentrer à la Joconde, c'est c'est limite insultant, tu sais. Oui, c'est un tableau, mais l'œuvre de l'homme en arrière est tellement gigantesque que juste de focusser là-dessus, c'est comme de dire l'humain, c'est un nombril, tu sais. Exact. Puis, il y a plusieurs personnes, en tout cas, qui ont mentionné euh, leur impression de lui. Il y en a une, c'était, en fait, il y a eu une analyse de Freud sur Léonard, puis il disait, d'après ce que Léonard écrivait, il y avait une peur de l'étouffement maternel, puis une acceptation de sa situation illégitime. Il a eu de la misère à accepter la situation que ses parents étaient pas mariés, c'est tout ça que tu dis? Semblerait, oui, ou... Ben, c'est plutôt que la société était pas prête à accueillir les homosexuels de ce monde. OK, ouais, Tu sans sais, doute. on peut le tourner de l'autre bord aussi, là. Quoique je pense que c'était plus accepté quand même en Italie à cette époque-là. Ben, je suis sûre que ça restait caché, Benoît, parce que, tu sais, je sais pas, il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'il était gay, ce monsieur-là, là. Non, c'est ça. Mais en tout cas, il y avait des soupçons peut-être, mais parce que du Ouais. fait d'une part qu'il avait jamais été marié ou en relation avec les femmes, là, Moi, il mais n'y avait pas le temps. C'était du matin au soir. Il était tout le temps en train de faire quelque chose. C'est comme un hyperactif, si on peut dire, là, qui mettait tout son temps sur tous ses talents qu'il développait. Fait qu'une chance qu'il y avait du monde qui s'occupait de l'entretien puis de la nourriture, etc. Parce qu'il y avait zéro temps pour ça. Il se couchait très tard le soir. Même la nuit, des fois, il se réveillait pour apporter des choses. Puis le lendemain, il repartait, il continuait. Mais il y avait une belle lumière. Fait qu'il se nourrissait de sa lumière. Probablement, ça l'amenait à moins dormir, moins avoir besoin de dormir, mais pendant ce temps-là, il produisait. C'est vraiment un workaholic, si je peux dire. ok. D'autres ont dit ses capacités extraordinaires d'invention, son exceptionnelle beauté physique, sa grâce infinie, sa grande force et générosité, voilà la formidable ampleur de son esprit. Ouais, c'est cohérent. Puis, donc, il y avait aussi des intérêts pour l'optique, la géologie, la botanique, l'hydrodynamique, l'architecture, l'astronomie, la physiologie. Puis, d'ailleurs, sans avoir eu l'éducation ni les méthodes de recherche comme scientifique, il a rédigé une quantité innombrable de traités scientifiques, puis c'était généralement accompagné de dessins explicatifs. Ah ouais, c'était vraiment bien enseigné, bien transmis, bien légué.
Puis je suis vraiment contente qu'on ait fait le Da Vinci à côté d'Albert Einstein parce que sincèrement, c'est deux énergies presque pareilles. C'est spécial à dire, hein? Puis assez que pendant que tu parlais, je t'écoutais d'une oreille, puis j'étais en train de me dire du coudon, on sait que c'est l'énergie de base est tellement la même chez les deux. C'est-tu la même incarnation, tu sais? Puis là, non, c'est pas. C'est presque pareil parce qu'ils viennent de la même souche, si on peut dire. Mais c'est plus des frères, c'est pas une continuité de un de l'autre. Mais ils viennent de la même place. Pourquoi que la fréquence est très similaire? Ah. En début d'émission, tu parlais de Nostradamus. Il a vécu en fin de vie, il a chevauché les dernières années de Da Vinci, puis il avait fait des voyages à travers la France, mais aussi à travers l'Italie. Donc, sûrement qu'il connaissait Léonard de Vinci, puis il a dit d'ailleurs qu'il le disait le plus grand alchimiste au monde. Ben, je te remercie, je savais pas ça non plus, mais effectivement, Léonard de Vinci a reconnu Nostradamus, fait qu'il il y a une reconnaissance des deux. Puis non seulement ça, mais Da Vinci, il a été fasciné un petit peu par l'univers de Nostradamus, puis il a plongé, il a pris le temps de regarder un peu ce qu'il y avait au niveau de Nostradamus. Mais Nostradamus, c'est pas compatible, c'est une lumière bleu indigo. Fait que c'est pas dans les mêmes teintes d'âme, mais il y a eu un croisement, puis il y a une reconnaissance qui ont porté attention au travail d'un de l'autre. Mais c'était comme plus une curiosité, un intérêt. Ça n'a pas été plus Puis, loin que ça. ce qui faisait la force, entre autres, de ses dessins comme la Joconde, c'est la minutie de la nature, mais de l'expression humaine. Donc, il disait, une image doit représenter la personne, mais aussi les intentions de son esprit. Ben, ça, c'est bien parce qu'aujourd'hui, il dirait l'âme. Il comprenait déjà que l'âme ne pouvait pas être dissociée du corps humain. Fait que déjà là, il y avait une compréhension de la divinité supérieure. Tout à fait. Comme deuxième trame, tu as choisi une trame que peut-être Da Vinci lui-même aurait composée. C'est ce que j'ai pensé. Je trouvais que, ouais, ça semble être sa fréquence, sa musique. Puis quand j'ai écouté, ça passait. Fait que j'aurais tendance à dire comme toi, Benoît. D'après moi, c'est sa musique. Ça a un peu un style carnaval, là, Ouais. En tout cas, mais comme comme je dis, il n'y avait pas grand-chose. Fait que j'ai pris ce qui pouvait correspondre. tu mentionnais plutôt que, il n'y avait pas le temps pour des relations parce qu'il travaillait tout le temps. D'ailleurs, c'est probablement ça qui a causé éventuellement une paralysie de sa main droite. C'est un C'est choc qu'il y a possible. eu, c'est un traumatisme qui venait de l'enfance. C'est attaché à sa colonne vertébrale entre la 4 et la cinquième dorsale. Non, je crois pas que c'est à cause de l'overwork de ses talents. Je crois OK. plutôt que c'est une chute qui a mal guéri puis qui a créé une pression au niveau de la colonne vertébrale, tout simplement, avec le temps. OK. Sinon, en fin de vie, il y a eu des accidents vasculaires cérébraux. Il était souvent malade en fin de vie. Il voyait presque Puis, plus. oh non, OK. Non. Ouais. Puis, d'ailleurs, il était végétarien, je crois, puis il condamnait les atrocités contre les animaux. Oui, c'est un petit peu dans le même mode que Gandhi, là. Tu sais, tu peux pas être au courant de tout ce qui se passe au niveau de la nature, être un super botanique, puis un représentant du royaume animal, puis voyez les gens maltraiter les animaux, les tuer, les ci, les ça. C'est atroce, c'est terrible. Puis ça n'a pas changé. À ça, aujourd'hui, ils électrocutent au lieu de d'y aller à la Moyen Âge, là. Mais tout ça doit être déchargé de la viande avant qu'on la mange. Puis ça, c'est une bénédiction, une prière qu'on peut faire, là, mais c'est terrible ce qu'on fait vivre au royaume animalier depuis des siècles et des siècles, malheureusement. Fait que oui, les allumés, les éveillés de ce monde le voient, le dénoncent, mais tu sais, encore là, c'est pas ça qui va faire enlever le steak du gars dans l'assiette au coin, là, tu comprends?
Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça. C'est les mêmes boucles qui se répètent d'époque en époque. Puis c'est toujours les mêmes problèmes. Puis il y a toujours des éveillés qui viennent dénoncer les choses, mais ça rejoint pas la masse. Fait que le monde change pas. Puis tu sais, même aimez-vous les uns les autres, mais 2000 ans plus tard, c'était pas rentré encore. Fait que c'est très, très difficile de semer la conscience. Puis c'est pour ça que je te dis, dans l'époque où c'était, ça prenait des signes forts, des êtres illuminés qui viennent changer la trajectoire de l'évolution mondiale. Puis c'est grâce à des super conscients comme lui, comme plusieurs qui ont passé avant, qui ont fait une différence, vraiment. Pour nous, aujourd'hui, on le voit pas, mais on subit beaucoup de ces influences-là, des traces d'éveil. Mais c'est progressiste, puis ça prend du temps, puis ça saisit pas tout le monde en même temps, puis c'est compliqué, puis regarde, ça continue, mais ça, le respect de la création, ça fait partie de la conscience des gens. Puis c'est comme, oui, l'humain a le droit à sa paix, mais la Terre, tout le monde, tout ce qui vit dessus a le droit au même traitement. C'est ça, là. Parfait. Je vais conclure avec quelques citations de Léonard de Vinci. Il a dit, la peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir, et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. Ouais. Sans, sans écouter, c'est possible, outre le tien, de posséder le cerveau des autres. Non, c'est ça. Quand tu écoutes, tu as toute l'information qu'il te faut. C'est ça que ça dit. Mhm. Ça a dû être la même théorie pour Einstein. Il y a bien des choses qui se connectent. Comme je te dis, c'est deux frères dans. Mhm. Il a aussi dit, la simplicité, c'est la sophistication suprême. Oui, ça, je suis bien contente parce que ceux qui essayaient d'être sophistiqués, ils se compliquaient tellement les choses, puis finalement, ils se mettaient en dehors de leur track, puis ils se perdaient là-dedans. Fait que oui, faisons simple, puis retournons au vrai, puis au naturel, là, le spontané, là, le beau, tu sais, le miracle de la vie qui s'opère, là. Il captait ça, lui. C'est ça qui rend son œuvre aussi intéressante. Tout à fait. Il a aussi dit, tout obstacle renforce la détermination. Puis, une dernière, comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien remplie nous donne une mort paisible. Ah, c'est intéressant. Parce que dans le fond, ce qu'il dit, dans le fond, c'est que tu n'as pas de regrets, tu as saisi l'occasion de pouvoir t'améliorer puis de changer le monde. C'est carrément ça qu'il dit là-dedans. Exactement. Puis tu mentionnais plutôt qu'il était perfectionniste, puis il pouvait travailler longtemps sur le même travail. Puis d'ailleurs, il disait, une des clés, c'était de prendre des pauses, assimiler le tout, puis revenir avec un nouveau point de vue, disons. Ouais, c'était pas compliqué. Il faisait deux pas en arrière, il arrivait sur une autre invention, il faisait deux pas en arrière, il était sur un autre projet. C'est tout son environnement, c'était des projets, des projets, des projets, des projets. Fait qu'il avançait un peu, après ça, il allait il allait à l'autre à côté. En tout cas, c'est ça, c'est pas une âme qui a fait beaucoup de divans. Dans son incarnation, mais vieux, oui, il a pas le choix, il a commencé à intégrer des siestes et tout, là. Mais il était vraiment stimulé, puis pire que ça, il sentait la pression de tous ces projets qu'il avait avancés et amorcés. Mais il aimait changer les idées, tu sais. Puis finalement, si tu mets 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, ben finalement, toute ta journée est remplie, puis t'as avancé 18 projets, tu sais. Fait qu'à un Mhm. moment donné, il était quand même au service et disponible, par exemple. Il répondait à la population, puis je le vois que les gens le consultaient comme un savant. Fait qu'il y avait ça aussi qui faisait partie de sa mission. OK, parfait. Comme dernière trame, tu avais choisi Walk on Water de Ever After. Bon, premièrement, c'est un film avec Drew Barrymore, OK? Elle fait une Danielle Delompré. C'est l'histoire d'une Cendrillon sans Walt Disney. Puis là, ben, sa belle-mère est pas fine. Puis là, c'est l'histoire de Cendrillon, mais le prince est comme le mécène de Léonard de Vinci, si on peut dire, un conseiller du roi, du prince, parce que c'est un prince au début. Et puis, il aide Daniel parce qu'il voit que c'est vraiment le couple parfait, mais qu'elle, c'est Cendrillon, puis l'autre, c'est le prince, fait qu'il voit que la marge au niveau
l'aristocratie, elle est très haute à monter. Fait qu'il amène tranquillement, pas vite, le prince à sortir de son guindage, puis à amener Daniel à garder confiance parce que c'est une belle personne, malgré les grosses difficultés qu'elle a avec sa belle-mère, etc. Mais la trame sonore que j'ai choisie à un moment donné dans le film, c'est drôle parce que tu vois le bonhomme vieux avec des espèces de bottes en bois, puis des petites hélices en arrière. Puis là, lui, il marche sur l'eau, tu sais, dans les années 1500. Puis là, ben, le prince veut y parler, mais là, il est en train de marcher sur l'eau avec ses bottes spéciales qui s'étaient fabriquées. Fait que j'ai pas vu l'image parce que j'aurais voulu vous donner le bout de scène parce que c'était vraiment trop cute de le voir. Léonard de Vinci sur ses patins marcher sur l'eau, là. Mais c'est la trame sonore de cette scène-là. C'est le mieux que j'ai pu vous trouver. Alors, c'est pas un personnage principal de l'histoire, mais c'est un sage important qui a permis justement à la meilleure histoire potentielle de se réaliser. Fait que je voulais vous le partager. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. De la même façon que j'acceptais l'aide de Albert Einstein pour des sciences et mathématiques, je pense que je vais demander l'aide de Léonard de Vinci pour m'aider au niveau de mes multiples projets et mon développement de mes talents en art, parce que j'en fais plusieurs ces dernières années. Fait que je vais demander son aide. Oui, il n'y a pas de problème, mais raffise ta demande. Tant qu'à aller chercher du Léonard de Vinci, va-t'en pas juste sur l'art, va-t'en sa fréquence générale qui va t'apporter une compréhension supérieure sur tout ton espace, y compris tous tes aspects que tu veux pratiquer au niveau de tes talents. Moi, j'irais en cible, vas-y, qui augmente ton ressenti, parce que c'est par le ressenti que tu as une meilleure écoute, tu as une meilleure observation, puis là, tu as l'ingéniosité de ton cerveau qui va t'amener au développement et à la réalisation de ce projet-là. Fait que c'est plus... Profite-en, vas-y chercher sa force dans ta demande. Et puis, c'est ça, je te dis, c'est par l'écoute, c'est par l'absorption du moment, là, de l'observation que le processus s'enclenche, puis ça suit, tu sais. Fait que c'est une très bonne idée. T'es sage à force de demander à ces âmes bienveillantes-là parce qu'ils répondent encore, hein. Ils sont encore en service, même si c'est des vieilles énergies, là. Il va t'aider, il n'y a pas de problème avec ça. Puis en plus, il me transmet que tu es une très belle âme puis que tu es très généreux. Fait que c'est par sa bonté et la simplicité qu'il va pouvoir te transmettre de la confiance, finalement, entre guillemets. OK, parfait. Ben, je le remercie beaucoup. Ouais, c'est sincère, il y a une belle sympathie, fait que oui, continue avec, c'est bien connecté. Excellent. Donc, moi, ça conclut ce que j'avais sur Léonard de Vinci. Moi, je vais l'envoyer dans une zone d'inconfort, tu sais, OK? Parce que j'aime ça stimuler les gens. Puis là, à travers sa grande connaissance, puis qu'il a réussi quand même à rejoindre des potentiels amoureux, entre autres dans son histoire avec Drew Barrymore, là, moi, je veux le stimuler, là. Moi, j'aime beaucoup son aisance, mais je veux qu'il m'aide à recevoir cette claire connaissance-là, de par ma sensibilité, mon âme, mon plan, là, au travers du développement de ma vie amoureuse. Fait que c'est pas sa spécialité, mais j'ai comme l'impression, dans la base de sa force, il y a quelque chose qui va pouvoir me transmettre et m'aider. Fait que je le sors un peu de sa zone de confort, mais en même temps, le stimulant parce que je sais qu'il est capable d'aller dans cette direction-là. Fait que un petit défi ici. Excellent. Ben, je veux te remercier pour cette belle émission. Merci aux auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous chaque semaine. Puis encore un merci à l'équipe Focus pour leur contribution. Oui, c'est une belle émission parce que c'est deux âmes apaisantes, calmes, sensibles, brillantes, intelligentes, pacifistes. Fait que c'est vraiment juste à eux deux un univers qui vient couvrir le manque, qui vient embellir notre situation mondiale. Fait que c'est des très beaux filtres qui nous amènent à prendre une distance puis à nous renouer avec notre intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de conflits que les gens ont envers leur propre intelligence. Et ça, ces âmes-là sont comme bonnes pour nous purifier de ces blocages-là qui nous ont conduits à nous dévier de notre intelligence universelle. Fait que
Oui, à un moment donné, il faut enlever le sacrifice qui nous a conduit à ce détournement-là. Et de rester ouvert comme ça, nos connaissances, nos dons nous reviennent facilement d'une incarnation à l'autre. Moi, j'en parle, j'ai été bénie parce qu'à l'âge de 3 ans, Benoît, j'étais capable de monter en haut, d'aller voir des guides de lumière, puis de descendre la lumière pour soulager les migraines de ma mère. Fait que je sais que mon don de la médiumnité, je l'ai pas fermé, tu comprends-tu? Mais j'en ai fermé beaucoup d'autres dons. Fait que ça, le fait de leur demander les codes, de savoir comment rester ouvert et conscient entre chaque désincarnation, moi, je te dirais que je vais profiter de mes contacts aujourd'hui pour aller dans cette direction-là. Comme ça, ben, si je reviens dans une prochaine Julie version numéro 2, je vais pouvoir récupérer tout ce que j'ai ramené aujourd'hui, là. Fait que c'est un petit défi que je me donne à plus long terme avec ces deux êtres. Parfait, mais c'est une très bonne idée. Soyez bénis, bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine. À la prochaine! Namasté.